L'accusateur américain Sidney Halderman vient de prendre la parole. Halderman. Dans les archives du haut commandement de la Wehrmacht, on a découvert le texte de 2 discours prononcés par Hitler à la date du 22 août 1939 devant un certain nombre de chefs militaires. Avec l'autorisation de la Cour, je vais donner lecture des passages les plus significatifs. Je vous ai réunis afin de vous faire connaître les divers facteurs qui forment la base de ma décision de passer à l'action. Pour commencer, je m'étais rendu compte depuis un certain temps que nous serions forcés, tôt ou tard, de liquider le problème polonais. Comme vous le savez, j'ai pris ma résolution dès ce printemps. Parmi les raisons, je voudrais citer d'abord ma propre personne, ainsi que celle de Mussolini. Du fait de mes capacités politiques, les événements à venir vont dépendre essentiellement de moi, de mon existence. On ne verra peut-être plus jamais un homme jouissant d'une autorité comparable à la mienne. Mon existence physique constitue donc un facteur positif de premier ordre. Malheureusement, je peux à tout instant être supprimé par un fou ou par un criminel. Le second facteur personnel est l'existence du Duce. Lui aussi joue un rôle décisif. En revanche, dans le camp opposé, c'est-à-dire en France et en Angleterre, on ne trouve au poste dirigeant que des hommes sans aucune envergure, des politiciens au-dessous de la moyenne. En plus de ces facteurs personnels, la situation politique nous est favorable. Or, ces circonstances propices ne se retrouveront peut-être plus d'ici 2 ou 3 ans. Après tout, je peux mourir demain. C'est pourquoi il est préférable d'agir sans retard, d'autant plus qu'aujourd'hui, l'intervention des puissances occidentales est encore improbable. Puisqu'il faut courir des risques, acceptons-les avec une résolution inébranlable. Pour ma part, je n'ai qu'une crainte, qu'au dernier instant, quelques pauvres crétins ne nous soumettent je ne sais quel projet de compromis. Le même jour, au cours d'un second exposé, Hitler continue de développer ses idées. Une trop longue période de paix ne nous ferait aucun bien. Ce principe posé, l'anéantissement de la Pologne doit être notre premier objectif. Pour déclencher les hostilités, je trouverai bien un prétexte. Plausible ou non, peu nous importe. Personne ne demandera au vainqueur s'il dit la vérité ou non. C'est toujours le plus fort qui a raison. Donc, aucune pitié, mais une brutalité totale, sans aucune faiblesse. Il s'agira, dans la première phase du conflit, d'avancer jusqu'à la Vistule et au Narew. Notre supériorité technique brisera le moral des Polonais. La rapidité de notre avance fera le reste. Les forces polonaises seront poursuivies sans relâche jusqu'à leur anéantissement complet. D'ici quelques jours, je donnerai l'ordre d'attaque, probablement samedi matin. Samedi, c'est-à-dire le 26 août 1939, cette fois, les dés sont jetés. C'est la guerre. Le vendredi 25, Hitler ordonne en effet à la Wehrmacht de déclencher l'attaque le lendemain matin, samedi 26 août, à 4h45. Soudain, dans la soirée de vendredi, l'ordre est annulé. C'est que le Führer vient de recevoir une nouvelle qui lui donne à réfléchir. La signature d'un pacte d'assistance mutuelle Londres-Varsovie. Hitler hésite. La résolution de la Grande-Bretagne, sa promesse solennelle de se porter au secours de la Pologne, voilà qui modifie la situation. À moins qu'on ne trouve un moyen de faire revenir le gouvernement britannique sur sa décision. Après tout, raisonne Hitler, une signature ce n'est jamais qu'un peu d'encre sur un bout de papier. Si l'on pouvait montrer aux Britanniques qu'ils auraient intérêt à laisser s'accomplir l'anéantissement de la Pologne. À ce moment de la plus grande confusion, apparaît soudain sur la scène politique un homme dont la veille encore personne n'avait entendu parler. Un Suédois, l'industriel Birger Dalerus, un neutre et un particulier, c'est-à-dire un isolé qui ne représente strictement que lui-même. Des années plus tôt, il a fait par hasard la connaissance de Göring. À présent, voyant que l'Europe se transforme en chaudron infernal, il espère pouvoir arrêter la catastrophe. Sans doute croit-il qu'avec un peu de bonne volonté de part et d'autre, on évitera l'irréparable.
6 ans plus tard, ce naïf bien intentionné acceptera de venir à Nuremberg, comme témoin à décharge cité par le défenseur de Göring. Son récit constituera l'un des épisodes les plus étranges du procès. Dalerus. Je dois d'abord expliquer comment le simple citoyen suédois que je suis a pu concevoir l'idée de s'introduire dans la haute politique afin de rechercher in extremis une entente anglo-allemande. Il se trouve que je connaissais fort bien l'Angleterre, où j'avais vécu 12 ans, et presque aussi bien l'Allemagne. Or, à l'occasion d'un séjour à Londres, vers la fin juin 1939, je pus me rendre compte que le peuple britannique était fermement résolu de ne plus tolérer une nouvelle agression de la part de l'Allemagne. Le 2 juillet, lors d'un dîner au Constitutional Club, des amis appartenant au monde des affaires m'ont tenu à peu près le langage suivant. L'Angleterre veut certes la paix, mais pas à n'importe quel prix. Si l'Allemagne nous force à prendre les armes, eh bien elle sera battue de nouveau. Sa défaite est pour nous une certitude absolue. De toute manière, en choisissant la guerre, Hitler obtiendra infiniment moins qu'en acceptant de négocier. D'un autre côté, j'avais pu constater que les services officiels du Troisième Reich avaient tendance à escamoter les rapports susceptibles de déplaire à leur chef. Je fis part de cette observation à mes amis britanniques. Nous décidâmes qu'il fallait à tout prix informer les dirigeants allemands de l'état d'esprit tel qu'il régnait réellement en Grande-Bretagne. Et comme j'avais la possibilité de prendre contact avec Göring, je résolus de partir sur le champ pour Berlin. Je pus en effet obtenir une audience à Carinol, la propriété du maréchal, pour le 6 juillet, à 4 heures de l'après-midi. J'informai Göring de ce que j'avais vu et entendu en Angleterre, insistai longuement sur la nécessité d'éviter tout risque de guerre, et pour finir, proposai d'organiser une rencontre. D'un côté Göring et 2 ou 3 autres membres du gouvernement allemand, et de l'autre, quelques personnalités anglaises. 48 heures plus tard, Göring me fit prévenir que Hitler était d'accord. L'entrevue eut lieu dans le Schleswig, près de la frontière danoise, dans une maison appartenant à ma femme. Y assistèrent 7 Anglais, industriels ou financiers, Göring, le général Bodenschatz et un haut fonctionnaire de la chancellerie. Les Britanniques déclarèrent, en guise de préambule, qu'en cas de conflit armé, la Pologne trouverait la Grande-Bretagne et l'Empire à ses côtés. À quoi Göring répondit en affirmant, sur son honneur d'homme d'État et de soldat, qu'il ferait l'impossible pour éviter une guerre. Bien que chef de l'aviation la plus puissante du monde, il put être tenté de jeter cette énorme flotte aérienne dans la balance. Les Anglais repartirent dans la matinée du 9 août, et dès leur retour à Londres, adressèrent un rapport au Foreign Office. Le 21 août, j'appris la conclusion d'un traité de commerce germano-soviétique. Et le lendemain, l'extension probable du traité à des questions purement politiques. Le 23 août, Göring me demanda par téléphone s'il m'était possible de venir immédiatement à Berlin, la situation s'étant singulièrement aggravée entre-temps. Surtout depuis la veille, Hitler devant les chefs militaires a annoncé la guerre pour le samedi 26. Dalerus. Arrivé à Berlin le 24 août, je rencontrai Göring au début de l'après-midi. Il m'annonça qu'aucun accord n'était intervenu entre l'Allemagne et la Pologne, et me suggéra de partir pour Londres afin d'y expliquer la situation. Le lendemain matin, donc le 25, je repris l'avion pour la capitale britannique. Lord Halifax me reçut en fin d'après-midi. Après m'avoir informé que Anderson, son ambassadeur à Berlin, venait de parler à Hitler, il exprima l'espoir de parvenir à un arrangement et, pour finir, me fit comprendre qu'il pensait pouvoir se passer désormais de mes services. Là encore, il faut retenir la date. Le 25 août, le même jour, dans la matinée, Hitler a donné l'ordre d'attaque pour le lendemain, ordre qu'il annulera dans la soirée en apprenant la conclusion du pacte d'assistance anglo-polonais. Rendons la parole à Dalerus. Dalerus. Le soir même, vers 8 heures, je téléphonai à Göring. Il souligna de nouveau la gravité de la situation et me pria de tenter l'impossible pour réunir une conférence de la dernière chance.
Le samedi 26, je revis Lord Halifax. Je lui suggérai de faire connaître le désir de son gouvernement d'arriver à une solution négociée, par exemple en adressant à Göring une lettre que je porterai immédiatement à Berlin. Halifax, après avoir consulté Chamberlain, accepta ma proposition. Le message qu'il rédigea précisait nettement que le gouvernement de Sa Majesté ne négligerait aucune possibilité pour arriver à un règlement pacifique. Je repartis aussitôt à Berlin. Tard dans la soirée, je fus reçu par Göring dans son train spécial. Je lui exposai d'abord que l'Allemagne aurait tort de sous-estimer la résolution britannique. Toute action armée contre la Pologne ou le territoire de Danzig entraînerait la guerre avec l'Angleterre. Puis je lui remis la lettre. Il l'ouvrit impatiemment, la lut avec attention et me la rendit en me demandant de la lui traduire, mot à mot, afin d'éviter toute erreur d'interprétation. Ensuite, il appela son aide de camp pour lui donner l'ordre de faire arrêter le train à la première gare. Il allait regagner Berlin par la route afin d'informer Hitler au plus vite du contenu du message. Je le suivis dans une seconde voiture. Minuit sonnait quand nous atteignîmes la chancellerie. Göring entra aussitôt. Quant à moi, je préférais attendre la suite à mon hôtel. Je n'eus pas le temps de me reposer. À peine un quart d'heure plus tard, 2 officiers vinrent me prier de les suivre immédiatement. Le Führer désirait me voir. Je trouvai Hitler en compagnie de Göring. Il entreprit aussitôt de m'exposer sa politique. En l'entendant discourir ainsi, durant une bonne vingtaine de minutes, je commençai à penser que mes efforts ne serviraient finalement à rien. Cependant, lorsqu'il se mit à injurier les Anglais, je l'interrompis. Je lui déclarai qu'ayant longtemps vécu et travaillé en Angleterre comme ouvrier, ingénieur et directeur d'usine, je connaissais certainement les Anglais mieux que lui, et qu'à mon sens, il se trompait lourdement sur leur compte. Quelque peu interloqué, il changea de sujet pour me décrire l'équipement remarquable des forces allemandes. Peu à peu, il perdait son calme. Arpentant la pièce au pas de course, il paraissait de plus en plus surexcité. Soudain, il se mit à hurler. Il allait construire des sous-marins, et encore des sous-marins, des avions, et encore des avions, et il gagnerait la guerre. Au bout d'un quart d'heure, il se calma, tout aussi brusquement, me remercia de mes efforts pour la cause de la paix, et me pria de repartir sur le champ à Londres, afin d'y faire connaître sa position. J'accédai à son désir, bien que ses offres généreuses me parussent absurdes. Après avoir affirmé que l'Allemagne souhaitait une alliance, ou tout au moins une entente avec la Grande-Bretagne, il proposait que l'Angleterre l'aidât à s'approprier Danzig et le corridor, en échange d'une promesse d'assistance militaire. La Wehrmacht contribuera à la défense de l'Empire britannique dans n'importe quelle région du globe. On est en plein burlesque. Dalerus fera encore plusieurs fois la navette entre Berlin et Londres, sans se douter qu'il n'est qu'un pion dans la manœuvre hitlérienne. Le Führer, en effet, espère encore isoler la Pologne, en amenant l'Angleterre à dénoncer directement, ou indirectement, sa promesse d'assistance militaire. C'est sur ce point qu'interviendra l'accusateur britannique Sir David Maxwell Five, lorsqu'il interrogera le témoin. Sir David. Monsieur Dalerus, j'aimerais que vous nous parliez de certaines choses que Göring ne vous a pas racontées. Ainsi, il s'est bien gardé, n'est-ce pas, de vous dire que 2 jours plus tôt, le 22 août, Hitler avait annoncé l'attaque imminente et inévitable contre la Pologne. Dalerus. Il ne m'a jamais donné la moindre indication dans ce sens. Sir David. Il ne vous a pas dit non plus, je crois, que Hitler cherchait simplement à isoler la Pologne. Dalerus. Non, jamais. Sir David. Vous avez dit que la décision d'attaquer la Pologne à l'aube du 26 août était déjà prise? Dalerus. Il ne m'en a pas dit un mot. Sir David. Vous a-t-il expliqué pourquoi l'attaque fut finalement reportée au 31 août? Dalerus. Il n'a jamais mentionné le plan d'attaque. Sir David. Il ne vous a pas dit... Attendez, je préfère citer les propres paroles de Göring. Le jour où l'Angleterre proclama officiellement qu'elle garantissait les frontières polonaises, le Führer me téléphona pour me dire qu'il ajournait l'invasion de la Pologne.
Il voulait d'abord essayer de prévenir l'intervention britannique. Donc, Göring ne vous a jamais dit qu'on comptait sur vous uniquement dans ce but, dans l'espoir que vous réussiriez à faire revenir Londres sur sa parole. Dalerus. Il n'a fait aucune allusion dans ce sens. Sir David. Ce point acquis, je voudrais préciser, en me basant sur votre livre L'ultime tentative, l'état d'esprit des dirigeants allemands à un moment aussi crucial. Avec l'autorisation de la Cour, je citerai le passage où vous décrivez votre entretien avec Hitler. Si la guerre doit éclater, déclara-t-il, je construirai des sous-marins, des sous-marins, des sous-marins et encore des sous-marins. À chaque répétition, sa voix montait d'un diapason, si bien que les dernières paroles étaient absolument inintelligibles. Puis il se ressaisit. Prenant une attitude d'orateur public, il se mit à crier « Et je construirai des avions, avions, avions. J'anéantirai mes ennemis. » Il me paraissait alors, je cite toujours votre livre, monsieur Dalerus, un fantôme plutôt qu'un être humain. Manifestement, j'avais affaire à un anormal. Lors d'un second entretien, il s'avança droit sur moi, me fixa d'un regard absent et se lança dans un violent monologue. Il sentait si mauvais de la bouche que je devais faire un effort pour ne pas reculer. Là encore, il fut incapable de garder son calme. Gesticulant comme un possédé, il vociférait. « Si l'Angleterre veut combattre une année, je combattrai une année. Si elle veut combattre 2 ans, je combattrai 2 ans. Maintenant, si elle veut combattre pendant 10 ans, eh bien je combattrai pendant 10 ans. » Tout en hurlant ainsi, il se balançait d'avant en arrière. Pour finir, il se pencha si loin que son poing crispé touchait presque le sol. Voici donc pour le chancelier allemand. Maintenant, j'aimerais que vous nous parliez du ministre des Affaires étrangères du Troisième Reich. Vous aviez, je crois, l'impression que Ribbentrop cherchait par tous les moyens à faire échouer vos efforts. Dalerus. C'est exact. Sir David. À en croire Göring, il alla même plus loin. Comme je prenais congé du maréchal pour repartir une dernière fois à Londres, écrivez-vous, il tint à me remercier. Je répondis que nous allions probablement nous revoir très bientôt. Il prit alors un air solennel pour me dire « Peut-être. Cependant, certaines personnalités font l'impossible pour que vous ne vous en sortiez pas vivant. » Et dans un autre chapitre, vous écrivez « Lorsque je revis Göring, en octobre de cette même année, il m'apprit que Ribbentrop avait essayé de saboter mon avion. Il espérait que l'appareil tomberait en mer. » Voici donc pour le ministre des Affaires étrangères. À la dernière minute, le 26 août, Édouard Daladier, alors président du Conseil, adresse à Hitler un message personnel. « Dans une heure aussi grave, écrit le chef du gouvernement français, je voudrais exprimer la conviction qu'aucun homme sincère ne saurait admettre le déclenchement d'une guerre de destruction sans que l'on eût tenté, une fois encore, de résoudre le conflit germano-polonais par des moyens pacifiques. Votre désir de paix pourrait certainement s'employer dans ce sens, sans porter la moindre atteinte à l'honneur de l'Allemagne. Vous avez, tout comme moi, combattu en première ligne lors de la guerre précédente. Vous savez, tout comme moi, quelle horreur et quelle condamnation les ravages de cette guerre ont gravé dans la mémoire des peuples, et cela indépendamment de l'issue du conflit. Si jamais le sang français et le sang allemand doivent couler de nouveau, au cours d'une guerre encore plus longue, encore plus meurtrière, chacun des 2 peuples combattra dans l'espoir de remporter la victoire. Mais les véritables vainqueurs seront la barbarie et la fureur destructrice. Le soir même, Robert Coulondre, ambassadeur de France à Berlin, remet cette lettre à Hitler. À l'issue de l'entrevue, il regagne, très déprimé, l'hôtel de l'ambassade pour écrire à Paris. Durant 40 minutes, j'ai commenté l'émouvante lettre du président du Conseil. J'ai dit tout ce que mon cœur d'homme et de Français pouvait m'inspirer afin d'amener le chancelier à accepter le principe d'une dernière tentative de règlement pacifique. J'ai invoqué sa responsabilité devant l'histoire pour le conjurer de saisir cette dernière chance. Je l'ai supplié,
lui qui a créé le Troisième Reich sans verser de sang, de ne pas en verser maintenant, ni celui des soldats, ni celui des femmes et des enfants, avant d'être absolument sûr de ne pouvoir faire autrement. Je lui ai affirmé que son prestige, même en dehors des frontières allemandes, était assez grand pour ne pas être diminué par un geste d'apaisement. Ceux qui le craignaient s'en étonneraient peut-être, mais ils ne l'en admireraient que davantage, et les mères, toutes les mères, le béniraient. Je suis sans doute parvenu à le toucher, mais non à l'influencer. Sa décision était déjà prise. Dans ses mémoires, Coulondre décrit longuement cet entretien dramatique. J'acquis très vite la certitude que Hitler voulait la guerre avec la Pologne. Sa voix était dure et sèche. « Vous voici, monsieur le chancelier, devant le jugement de l'histoire, lui dis-je. Ne faites pas couler le sang des soldats, des femmes, des enfants. » L'espace de quelques secondes, il garda le silence. Puis je l'entendis murmurer. « Eh oui, les femmes, les enfants. J'ai souvent pensé à eux. » Levant la tête, il regardait Ribbentrop qui, debout, près de son fauteuil, gardait une impassibilité de pierre. Soudain, il se dressa, prit Ribbentrop par le bras et l'entraîna dans un coin de la vaste pièce. Pendant 2 ou 3 minutes, je connus un espoir insensé. Toute cette agitation n'aurait-elle été qu'une comédie, une vilaine farce politique ? Puis Hitler revint vers moi. « Ça ne sert plus à rien maintenant, déclara-t-il. Je ne pus que prendre congé. À présent, seule la Grande-Bretagne conserve encore un semblant d'espoir. Londres essaie de mettre en route des entretiens directs Berlin-Varsovie, et Hitler feint d'entrer dans le jeu, toujours dans le but d'isoler la Pologne. À Varsovie, cependant, on se souvient trop bien de l'exemple du malheureux Achat. Tout négociateur qui se rendrait à Berlin se trouverait soumis à une pression telle qu'il finirait par céder sur toute la ligne, comme le président de feu le gouvernement tchécoslovaque. La Pologne estime donc qu'il vaut encore mieux se battre. Dussions-nous périr dans la bataille. Résolution à la fois héroïque et désastreuse, parce que Varsovie ignore l'accord secret germano-soviétique. Varsovie n'a aucune idée de l'envergure délirante des projets hitlériens. L'armée polonaise est persuadée de triompher de la Wehrmacht, et son état-major est convaincu que la France marchera aussitôt, que les troupes françaises ne feront qu'une bouchée des fortifications de la ligne Siegfried. Attitude qui permettra à Hitler de déclarer « C'est en vain que nous avons attendu la venue d'un négociateur polonais muni des pouvoirs nécessaires. » Ribbentrop fera même un pas de plus. Lors d'une entrevue qui a eu lieu à minuit, décidément on est en pleine folie, il donne à l'ambassadeur britannique lecture des propositions que nous aurions formulées si un négociateur polonais s'était présenté. L'épisode tragique, en même temps que cocasse, a lieu le 30 août 1939. L'ambassadeur Anderson le relate dans les termes suivants. Je déclarai à Ernst von Ribbentrop que le gouvernement de Sa Majesté désirait une négociation sincère et loyale. En guise de réponse, Ribbentrop produisit un document assez long, rédigé en allemand, qu'il me lut à toute vitesse. Je ne pus en comprendre qu'une petite partie. Comme je lui demandai une copie du texte afin de le transmettre à Londres, il refusa. Je fus stupéfait. Les usages diplomatiques et la courtoisie la plus élémentaire exigeaient la communication écrite de toute proposition nouvelle. Mais Ribbentrop n'était décidément ni diplomate, ni courtois. Comme j'insistais, il haussa les épaules, lança le document sur la table et grommela. « De toute manière, il est trop tard. Les Polonais n'ont pas jugé bon de nous dépêcher un négociateur. Dans ces conditions... » Quel est en cet instant crucial l'état d'esprit des Polonais ? Le témoin d'Alerus, avec une naïveté touchante, il continuait à se démener dans l'espoir de sauver la paix, en parlera longuement à Nuremberg. D'Alerus. Je téléphonai à Sir George Forbes, de l'ambassade de Grande-Bretagne, qui m'apprit ce qui s'était passé lors de l'entrevue Anderson-Ribbentrop. Très alarmé, je me rendis auprès de Göring.
Je lui représentai qu'on ne pouvait traiter l'ambassadeur d'une grande puissance de façon aussi cavalière. Il m'autorisa d'appeler Forbes pour lui dicter le texte des propositions allemandes. Le lendemain, donc le 31 août, je rencontrai Anderson. Il me pria d'accompagner Forbes à l'ambassade de Pologne afin de remettre une copie du texte à l'ambassadeur Lipski. Celui-ci nous reçut aussitôt. À notre étonnement, la note allemande ne semblait guère l'intéresser. Il faut dire que Lipski n'était pas dans son état normal. Blême, les traits tirés, il paraissait au bord de la dépression nerveuse. À l'entendre, en cas de guerre, il y aurait immédiatement une révolution en Allemagne, et l'armée polonaise marcherait sur Berlin. Sir David Maxwell Five. Un instant, je vous prie. D'après une déclaration de Sir George Forbes, Lipski estimait que les propositions allemandes constituaient une violation de la souveraineté polonaise, et que la Pologne, même si tout le monde l'abandonnait, ne s'inclinerait jamais, quitte à se battre seule et à périr seule. À votre avis, ce point de vue exprimait-il l'état d'esprit de Lipski? Dalerus. Sans aucun doute. Sir David. Si je suis bien informé, vous avez revu Göring le lendemain, c'est-à-dire le 1er septembre. Dalerus. Oui, le maréchal m'apprit alors que la guerre avait éclaté. Les Polonais auraient attaqué le poste de radio Gleiwitz, Haute-Silésie, et fait sauter un pont près de Dirchow, région de Danzig. À ce propos, ouvrons une parenthèse. Ces provocations attribuées aux Polonais rappellent fâcheusement les paroles de Hitler. Pour déclencher les hostilités, je trouverai bien un prétexte, plausible ou non, peu importe. Les preuves qui seront produites à Nuremberg pourraient fort bien provenir d'un dossier de police, ou mieux encore, d'un scénario de film policier. Nous en parlerons un peu plus loin. Sir David. À présent, monsieur Dalerus, revenons si vous voulez bien à votre entrevue avec Göring, dans l'après-midi du 1er septembre, quelques heures après le début de la guerre. Dans votre livre, vous écrivez textuellement « Pour Göring, les événements se déroulaient selon un plan précis que plus rien ne pouvait bouleverser. Il reçut, en ma présence, 2 secrétaires d'État, leur remit un glaive d'honneur et, dans un long discours, exprima l'espoir qu'une fois au front, il le porterait avec dignité. On avait l'impression que tous ces gens agissaient avec une sorte d'ivresse. Ce sont bien vos paroles ? Dalerus. Oui, j'avais l'impression de ne plus avoir affaire aux mêmes personnes. Je ne les reconnaissais plus. Sir David. En d'autres termes, des 3 premiers personnages de l'Allemagne, l'un, le chancelier, était un anormal, le second, Göring, vivait dans une sorte d'ivresse, et le troisième, Ribbentrop, avait essayé de vous assassiner en faisant saboter votre avion. Je vous remercie.